Bonjour, donc aujourd'hui deuxième partie du cours sur les acides et les bases, c'est-à-dire les réactions chimiques par transfert de protons. Et nous allons commencer par nous intéresser aux acides et aux bases faibles. Donc acides et bases faibles, et pour commencer la notion d'équilibre chimique. Alors, euh, jusqu'à présent, donc, on vous a dit qu'une réaction chimique s'arrête quand au moins un des deux réactifs vient à manquer. Eh bien, c'est faux. En général, c'est faux. Et on va rectifier ça avec la notion d'équilibre chimique. En effet, donc, dans certaines réactions chimiques, le réactif limitant ne disparaît pas totalement en fin de réaction, à l'état final. La transformation chimique atteint alors ce que l'on appelle un équilibre. Donc un système chimique est dit à l'équilibre quand les concentrations des réactifs et des produits n'évoluent plus. Donc quand macroscopiquement, c'est-à-dire à notre échelle, on observe qu'il n'y a plus rien qui se passe. Mais attention, c'est pas parce qu'il ne se passe rien macroscopiquement à notre échelle que à l'échelle microscopique il ne se passe pas des choses. En fait, les réactions chimiques elles se continuent à l'échelle microscopique. Mais vous avez des réactions chimiques qui vont se produire dans tous les sens, dans les deux sens. Mais simplement au final, nous, macroscopiquement, ce que l'on voit, c'est statistiquement en fait qu'il ne se passe plus rien. Faut bien comprendre ça. Quand on a équilibre chimique, au niveau microscopique, il s'agit d'un équilibre dynamique. On a des chocs entre molécules qui continuent à interagir et simplement ça ne se traduit plus par un changement à notre échelle. Alors, tout d'abord, on va définir ce que sont des acides faibles. Alors, on a vu qu'un acide fort, c'est un acide qui, quand on le met dans l'eau, va réagir totalement dans l'eau, avec l'eau, va réagir totalement, et on ne va plus le retrouver dans l'eau. Eh bien, pour un acide faible, c'est pas ça. Un acide faible, il ne réagit pas totalement avec l'eau. C'est-à-dire que quand on met un acide faible dans l'eau, il y en a un petit peu qui réagit avec l'eau, et puis un petit peu qui réagit pas. Bref, on en trouve toujours un peu dans l'eau. On en trouve qui a réagi, on en trouve qui n'a pas réagi. Alors, je vous prends un exemple. Ici, j'ai pris l'exemple de l'acide éthanoïque, que vous connaissez bien. Donc CH3COOH, ici. Alors, si je mets de l'acide éthanoïque CH3COH dans l'eau, eh bien, vous allez voir apparaître des ions, donc CH3CO-, ce sont les ions donc éthanoates. Ne confondez pas, précédemment, j'avais parlé dans la première partie des ions éthanolates. Éthanolate, c'est un rapport avec l'éthanol. Là, c'est éthanoate, un rapport avec l'acide éthanoïque. Donc, cet ion éthanoate, c'est la base conjuguée là de l'acide éthanoïque. Donc, si je mets cet acide éthanoïque dans l'eau, je vais voir apparaître donc des ions éthanoates dans l'eau et des ions H3O+. Et c'est ici pour ça que j'ai mis un égal, ou alors j'aurais pu mettre une double flèche, c'est-à-dire une flèche qui va dans un sens, une flèche qui va dans l'autre. La réaction n'est pas totale, à savoir que j'aurai un équilibre, j'aurai toujours ces ions-là et ces ions-là, l'un en présence de l'autre dans l'eau. Donc si je mets de l'acide éthanoïque dans l'eau, je vais finir par en avoir tout le temps alors qu'il a réagi avec l'eau, et je vais avoir toujours sa base conjuguée. Donc l'acide et sa base conjuguée vont être présents simultanément dans l'eau. Voilà. Alors, on peut traduire ça dans un tableau d'avancement que je vous ai mis là. Donc, si j'ai à l'état initial une quantité d'acide faible qui est de N0. N0, c'est C0 fois V. Donc, j'ai dans un certain volume V une concentration en acide faible à l'état initial, donc introduit avant qu'il réagisse, qui est de C0. Alors, je fais mon tableau d'avancement. Mon tableau d'avancement, ici, je le fais en quantité de matière. Donc, la quantité de matière initiale, c'est C0. J'ai pas encore de produit, même si on a vu que pour H3O+, j'en ai toujours un petit peu dans l'eau, que rigoureusement ici, il aurait fallu que je mette quelque chose de très petit, donc 10 puissance moins 7. Donc en cours de réaction, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais avoir donc la quantité d'acide éthanoïque qui va diminuer. Bon, l'eau, ça va diminuer un peu, mais enfin, ça va pas se voir parce que c'est le solvant, il est en écrasante majorité. Je vais voir un petit peu plus d'acide éthanoïque et apparition également d'un petit peu plus d'ion H3O+, et ça jusqu'à un état final
où je vais avoir une certaine quantité d'acide éthanoïque, une certaine quantité d'ioxonium, mais à l'état final, vous voyez ici, l'acide éthanoïque n'a pas totalement disparu. Donc, ici, je n'ai pas parlé d'avancement maximal à l'état final, j'ai parlé d'avancement final. Et l'avancement final, il est inférieur à l'avancement maximal. Je l'ai mis là, ici. Là, pour cette réaction, on n'atteindra jamais l'avancement maximal. On aura, et vous voyez ici, C0V moins X final différent de 0, on aura donc encore des réactifs à l'état final. Donc je vous ai mis ici, l'avancement final de la réaction est différent de l'avancement maximal, donc l'avancement final n'atteint pas l'avancement maximal, la réaction n'est pas totale, on a un équilibre chimique. Voilà, donc voilà pour un acide faible. Évidemment, on va retrouver quelque chose de semblable pour une base faible. Alors je ne vous refais pas tout le raisonnement, mais on va retrouver la même chose. Pour une base faible, par exemple l'ammoniac dans l'eau, on va avoir réaction de l'ammoniac dans l'eau et on va retrouver donc sa base conjuguée, donc l'ion ammonium, et on a les deux qui sont présents dans l'eau. D'accord ? Alors, si on a les deux qui sont présents dans l'eau, c'est pas pour autant qu'on va les avoir dans les mêmes quantités. Hein, on va avoir plus de l'un ou plus de l'autre, et évidemment ça va dépendre de quoi. Donc, je vous laisse réfléchir. Qu'est-ce qui peut faire que l'on est dans une solution pour un couple acido-basique, acide-base faible, hein, j'entends, plus de l'un que de l'autre, plus de l'acide plus que de la base? Quel est le paramètre qui va jouer? Eh oui, écoutez, oui, vous avez bien deviné, c'est le pH qui va jouer. Donc en fonction du pH, on va avoir des domaines dans lesquels on va avoir plus de la forme acide, ou d'autres domaines de pH dans lesquels on va avoir plus de la forme basique. Mais avant ça, pour préciser, on va parler de la constante d'acidité. Alors, de façon générique, si je mets un acide dans l'eau, alors l'acide je vais l'appeler AH comme ceci, et sa base conjuguée je l'appelle A-. Donc je le couple AH, A-, acide-base. Donc classiquement, l'acide réagit avec l'eau pour donner la base conjuguée et les ions H3O+. Alors, on va ici définir un rapport pour les concentrations. Je vais prendre le produit des concentrations de l'ion A-, la base conjuguée, multiplié par la concentration en ion H3O+, divisé donc par la concentration donc en acide faible. Et donc quand je suis à l'équilibre, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'évolution macroscopique, et bien ce rapport, qui est égal à une constante, eh bien, ne varie plus. Il reste égal toujours à une certaine valeur qui va dépendre, et qui ne va dépendre que de la température. Donc ce rapport, c'est une constante d'acidité, je l'appelle donc Ka, et ça va s'exprimer sans unité. Hein, alors vous pourriez me dire qu'effectivement il y a une unité puisque ici j'ai produit de 2 concentrations en mol par litre divisé par des moles par litre, donc ça me ferait K en mol par litre. En fait, c'est qu'il y a ici un autre terme qui est en mol par litre ici, qui est également égal à 1. Donc ne vous embêtez pas, on vous a un petit peu ici en terminale simplifié la relation, ce qui fait qu'elle n'est visiblement pas homogène, mais enfin on la retient comme ça. Pour les chimistes, c'est pas gênant. Même si pour certains d'entre vous, posez des questions quant à l'homogénéité. Bref, vous retenez donc cette constante donc est sans unité. Donc elle est égale au, on va faire comme ceci, produit des concentrations des produits divisé par concentration du réactif, qui est en l'occurrence ici l'acide faible. Donc je répète, produit de la concentration en base conjuguée multiplié par la concentration en ion oxonium H3O+, divisé par la concentration donc en acide faible. Donc ça, vous apprenez bien ici la relation qui vous donne cette constante d'acidité ici K. Hein, alors, cette constante d'acidité, elle va caractériser un couple acide-base. Chaque couple acide-base a une constante d'activité qui lui est propre. Hein, et la force relative de l'acide et de la base vont être données par cette constante d'acidité. Hein. Sachez que les acides faibles, par exemple, peuvent se dissocier plus ou moins facilement dans l'eau. Il y en a qui sont plus faibles que d'autres. Il y en a qui sont plus forts que d'autres. Hein. Donc, pour caractériser ça, regardez. D'abord, on va définir le pK. Le pK, c'est moins log de A. Alors, vous vous souvenez, quand j'ai mis P, ça veut dire moins log de quelque chose.
Donc pK, c'est moins log de K. Alors toujours, on se sert du log ici parce que, comme pour ces autres grandeurs, comme les concentrations en H3O+, le K, c'est une grandeur qui va varier sur un grand nombre d'ordres de grandeur. Un grand nombre, si vous voulez, de puissance de 10. Donc pour pouvoir manipuler plus facilement ça, c'est pour ça qu'on se sert du logarithme. Hein. Donc mon pK, en solution aqueuse, il va varier de la même façon que le pH, eh bien, il va varier entre 0 et 14. Alors, je vais pouvoir ainsi classer les acides et les bases, les couples conjugués. Donc, par exemple, regardez ici, j'ai mon acide éthanoïque et ma base l'ion éthanoate, là, qui a un pKa de 4,8, 4,76, avec 3 chiffres significatifs, si c'est des mesures très précises, mais bon, 4,76. On voit donc que si je prends l'acide éthanoïque, c'est un acide faible. Il y a des acides faibles qui sont plus forts que lui, évidemment ici, et je vais me les retrouver vers le bas de cette échelle de pKa. Donc l'acide ici fluorhydrique. Et évidemment, là, ce que je retrouve pour un pKa de 0, c'est l'acide le plus fort que l'on peut trouver dans l'eau, c'est-à-dire l'ion oxonium H3O+. A l'inverse, si je vais de l'autre côté, ici j'ai des acides qui sont plus faibles, c'est-à-dire qui se dissocient moins que l'acide éthanoïque, ici l'ion ammonium et ici l'eau. Et l'eau, c'est l'acide le plus faible que je vais pouvoir retrouver en solution, dans l'eau. Et s'il y a d'autres acides, des acides plus faibles que l'eau seraient indifférents dans l'eau, c'est-à-dire qu'en gros, ça ne se comporterait pas comme des acides. De la même façon, ici pour les bases. Donc vous avez ici des échelles de pKa. Alors je vous fais apparaître ici une autre échelle de pKa avec chose bizarre mais qui ne concerne pas cette année. Des valeurs pour certains couples de pKa qui sont inférieures à 0 ou supérieures à 14. Donc ça c'est une extrapolation de ce qui pourrait se passer en dehors de l'eau. Donc je vous répète, dans l'eau, le pH est entre 0 et 14, le pKa est entre 0 et 14. On peut définir des pKa, mais par extrapolation dans des solvants différents. Mais par exemple, si je prends, regardez ici, alors cette échelle est faite un petit peu dans l'autre sens que la précédente. Regardez ici, j'ai l'acide nitrique et ici l'acide chlorhydrique. On a dit que ces acides nitriques et chlorhydriques, ce sont des acides forts dans l'eau. Ils ont un pKa inférieur à 0. Donc ça veut dire que dans l'eau, en fait, ce qu'on va avoir, c'est qu'eux ils se dissocient totalement dans l'eau. Ce que l'on va voir, c'est H3O+. Bon, ben, si je me plaçais dans un autre solvant, par exemple, je me plaçais dans l'acide éthanoïque, eh bien, en fait, ces deux acides, ils ont des forces différentes. L'acide chlorhydrique est plus fort que l'acide nitrique. Mais évidemment, pas dans l'eau. De la même façon, vous avez ici une base. Là, ça, vous reconnaissez l'ion éthanolate, qui est la base conjuguée de l'acide, l'acide correspondant, c'est l'éthanol. Bon, cette base est plus forte que l'eau. On ne la retrouve pas dans l'eau. Ce qu'on retrouve dans l'eau, c'est l'éthanol. Et cet éthanol, évidemment, n'a pas de caractère acide dans l'eau. Il ne peut pas devenir ici cette base. Bon, là je referme un peu la parenthèse parce que ce qui va nous intéresser, je vous ai dit, c'est ici des couples dont le pKa est entre 0 et 14. Alors, essayez de retenir quelques couples et les valeurs des pKa correspondants. Donc, pour le couple CH3COHCO, CH3CO-, on a un pKa de 4,8. Et pour le couple NH4 + NH3, un pKa de 9,2. Pardon. On utilisera beaucoup ces deux couples. Alors comment faire maintenant pour calculer le pH d'une solution contenant un acide faible ou une base faible? Alors c'est un peu moins évident. Alors on va repartir de l'expression donc du Ka que je vous ai donné. Alors je vous précise bien que ce Ka me donne, dans ce cas, les concentrations que j'ai ici sont les concentrations à l'équilibre. Alors regardez, à partir du Ka, eh bien, alors je vais essayer de vous agrandir la fenêtre. À partir du Ka, donc, on va essayer de faire apparaître le pH. Comment ça marche? Alors, regardez. Je vais prendre tout d'abord le logarithme de chaque côté dans cette relation. Donc, ça me fait log de Ka est égal à logarithme de tout ce que j'ai de l'autre côté ici. Donc, logarithme de concentration en ion A- multiplié par concentration en ion H3O+, divisé par concentration en acide faible AH.
Alors, vous vous souvenez que logarithme de A fois B, c'est égal à logarithme de A plus logarithme de B. Hein. Alors, je vais séparer ici ça en deux. Je vais envisager le rapport A- sur AH en concentration multiplié par H3 au plus. Donc ça me fait log de Ka qui est égal à logarithme de concentration en A- divisé par concentration en AH, ça, plus logarithme de la concentration en ion H3 au plus. Donc ça c'est égal à logarithme de Ka. Voilà. Alors si je prends l'opposé de cette relation, là je vais avoir moins ceci qui est égal à moins ceci qui est égal à moins ceci. Donc là je mets des moins partout, je multiplie tout par moins 1, j'ai le droit de faire ça. Alors vous vous souvenez que la définition du pH, c'est pH égale moins log de H3 au plus, donc ici j'ai le pH, moins log de H3 au plus j'ai le pH. Donc ici moins log de A- sur AH, et ça c'est égal à moins log de Ka, moins log de Ka c'est égal au pK, puisque je vous rappelle que P veut dire moins log 2. Donc au final je vais avoir la relation suivante qui me donne le pH, pH égale, alors je vais passer ce terme de l'autre côté, pKa plus logarithme de A- sur AH. Donc cette relation, elle est à connaître par cœur. Il faut savoir la retrouver à l'aide de l'expression du Ka. Ces deux expressions sont liées. Donc on retient en général ça comme ça. Pour un couple acide faible, base faible, eh bien le pH c'est égal à pKa plus log de base sur acide. On dit ça comme ça, on retient ça comme ça. Alors à titre d'exercice maintenant, je vais vous faire voir comment on peut calculer le pH d'une solution contenant un acide faible. Alors à titre d'exercice, parce que je ne pense pas qu'on attende ça de vous, mais néanmoins je vous le montre. Enfin on attendra, si on vous note ça de vous, on vous guidera en tous les cas. Donc je vous montre juste ça pour que vous compreniez. Alors, on vous dit ici qu'on dissout donc N0 égale 3 10 puissance moins 2 mol d'acide éthanoïque dans 1 litre d'eau. Et on vous demande quel est le pH de la solution ainsi obtenue. Alors, on vous donne comme valeur ici le pKa du couple pour CH3 COH CH3 CO-, on vous donne comme valeur un pKa de 4,8 là. Donc ici, quelle est la concentration initiale en acide éthanoïque? Alors, je vais vous agrandir la fenêtre et vous le faire. Donc, à l'instant initial, on vous met ici, on a N0 égale 3,0 10 puissance moins 2 mol par litre d'acide éthanoïque et on a un volume de 1 litre. Bon. Alors ici, c'est simple pour calculer la concentration initiale en C0, c'est N0 sur V, c'est-à-dire que j'ai fait exprès, j'ai 3,0 10 puissance moins 2 mol par litre. Bon. Mais je vais faire mon tableau d'avancement ici avec N0 égale 3 10 puissance moins 2 mol par litre. Alors, regardez ce que ça donne. Alors, chose un peu particulière dans ce tableau d'avancement, je ne vais pas faire apparaître les quantités de matière, mais les concentrations. Vu que je me place ici pour un volume de 1 litre, bon, je peux raisonner en concentration. Ici, je peux raisonner en concentration tant que j'ai des espèces dissoutes en solution, donc ça ne pose pas de problème. Donc ici, je vais avoir un avancement qui serait un avancement volumique exprimé en mol litre moins 1. Bon, je l'appelle toujours X. Alors, on pourrait a priori lui donner une autre lettre. L'avancement va varier entre 0 et l'avancement final XF. Donc à l'instant t égale 0, j'ai une concentration en acide éthanoïque qui est de C0.
Bon, de l'eau, j'en ai beaucoup. Je vous ai dit, je ne m'intéresse pas à l'eau ici. Et puis, j'ai pas encore formé ici la base conjuguée. Et puis, bon, bah, les ions H3O+, j'en ai quasiment zéro. Si vous souvenez bien, j'en ai toujours un peu dans mon eau pure. J'en ai 10 puissance moins 7 mol par litre. Bon, par rapport à ce qu'ils vont devenir quand je vais avoir dissous l'acide conjugué, évidemment, c'est d'une quantité qui est négligeable. Donc, je peux dire que j'en ai zéro. Donc, ma concentration en CH3COH, ici, en solution aqueuse, eh bien, elle va diminuer donc au cours du temps. Donc, si mon avancement vaut x, la concentration va valoir C0 moins x, et puis ici, je vais l'avoir de la même façon, la concentration en produit qui va augmenter. Donc, à la fin de la réaction, je vais avoir ici C0 moins XF pour CH3OH, XF pour CH3CO- et XF pour H3O+. Bon, si je néglige la quantité de départ d'ion H3O+, mais ici, je vous le dis, je peux le faire. Alors, ici, par mesure de simplicité, je vais noter ici que la concentration en ion H3O+, la concentration en ion H3O+, je la note H comme ceci. Alors, donc ici, la concentration à l'état final en ion H3O+, c'est H, c'est donc égal à XF. Donc la concentration en ion CH3CO- c'est égal aussi à H. Donc ce qu'il me reste à la fin, c'est C0 moins H, ici, pour la concentration en acide éthanoïque CH3COH. Je ne sais pas si vous avez suivi, j'espère. Donc je vais exprimer ici mon Ka. Alors, mon Ka, c'est ici concentration en base à l'équilibre, CH3CO- multiplié par concentration en ion H3O+, toujours à l'équilibre. Alors je ne mets pas EC à chaque fois, mais je devrais, divisé par CH3COH, concentration donc en acide éthanoïque. Alors vous allez me dire à partir de là comment je peux faire pour calculer le pH. Alors, je vais remplacer les concentrations par leurs expressions. Alors je vais reprendre au-dessus. Donc j'ai K, je vous ai mis ici, c'est le produit de la concentration en ion CH3CO- multiplié par la concentration en ion H3O+ divisé par la concentration en ion CH3COH. Donc la concentration donc en ion H3O+, je la note à l'équilibre H. Donc elle est égale à la concentration en ion CH3CO-. Donc ces deux concentrations sont égales, je les note toutes les deux H. Donc le produit de ces deux concentrations, ça me fait H par H, H au carré, divisé par, ici, eh bien, la concentration en acide que j'ai à l'état final, c'est C0 moins X F, et comme je viens de dire que XF c'est H, eh bien ça me fait C0 moins H. Donc j'ai cette relation qui me relie Ka, C0 et H. Donc je connais Ka, je connais C0. Je n'ai plus qu'à résoudre une équation du second degré ici pour avoir H, et donc c'est-à-dire la concentration en ion H3O+, et j'en déduirai le pH avec la relation pH égale moins log de concentration en ion de H3O+. Alors évidemment c'est un peu compliqué ici de résoudre l'équation du second degré, mais on va faire une hypothèse. Alors l'hypothèse que l'on va faire ici, c'est que l'acide est peu dissocié. Donc pour un acide faible, en fait, c'est une hypothèse qui va se justifier. Il faut la justifier, on peut la justifier dans la suite, mais bon, pour le moment, on fait cette hypothèse. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc acide peu dissocié. Eh bien, ça veut dire que à la fin, s'il y en a peu qui dissoutent cet acide, la concentration d'acide que je vais retrouver à la fin, à l'équilibre, eh bien, elle est voisine de C0. Donc ça veut dire que le H ici, il est très petit par rapport à C0. Donc mon Ka, ici, il est égal, avec cette approximation, à H carré divisé par C0. Alors vous voyez qu'effectivement, ça donne quelque chose de plus simple pour trouver la valeur de H. Donc H carré, c'est Ka fois C0. Donc H, ça fait racine carrée de Ka fois C0. Ou, si vous voulez, Ka multiplié par C0, le tout à la puissance 1/2. Bon, alors une fois que l'on a ça, H égale K
fois C0 le tout à la puissance 1,5. En prenant le logarithme des deux côtés, je vais pouvoir avoir l'expression du pH. Donc, je fais moins log de h, et je vais prendre moins log de l'autre côté. Alors, vous vous souvenez que log de a à la puissance x, ça fait x log de a. Donc ici, ça me ferait moins 1,5 de logarithme de Ka moins 1,5 de logarithme de C0. Moins log de h, c'est pH. Alors ici, je vais factoriser par 1,5. 1,5 de moins log de Ka, c'est-à-dire pKa, moins log de C0. Voilà. Donc, j'obtiens ici, pour un acide faible peu dissocié, ce qui est généralement le cas, une relation qui me donne le pH en fonction du pKa et de la concentration. Bon, alors, on ne vous demandera pas, évidemment, de faire ce cheminement, on ne vous demandera pas non plus d'apprendre cette relation, mais c'est pour vous montrer que je peux ici déterminer le pH d'une solution d'acide faible. Donc, pour ma concentration, donc C0 qui vaut 3 10 puissance moins 2 mol par litre, et pour un pKa qui vaut 4,8, eh bien j'obtiens un pH de combien? Alors pH égale 1,5 de pKa 4,8 moins log de 3 10 puissance moins 2. Là. Donc j'utilise la calculatrice. Combien j'obtiens? Alors, logarithme de 3 multiplié par 10 exposant moins 2, ça me fait moins 1,5. Donc je fais moins log, donc 4,8 moins log, donc moins ça, ça me fait ça, divisé par 2, j'obtiens un pH de 3,16, c'est-à-dire 3,2. Donc un pH de 3,2. Quel est le pH que j'aurais obtenu si j'avais eu un acide fort? Donc si j'avais eu un acide fort, eh bien j'aurais pris pH égale moins log de C0. Moins log de C0, alors ici ça me ferait logarithme de 3 exposant moins de 3 multiplié par 10 exposant moins 2. Donc j'aurais obtenu un pH de 1,5. Donc ici j'obtiens bien un pH qui est supérieur au pH que j'aurais si j'avais dissous un acide fort. Donc c'est pour ça que je dis ici que mon acide est faible. J'obtiens une solution qui est moins acide en dissolvant un acide faible, évidemment, qu'en dissolvant un acide fort. Hein, c'est logique. Donc oui, encore une fois, on ne vous demandera pas de faire ce calcul de pH que je viens de faire, ou du moins on vous guiderait pour le faire. Donc pour ce qui nous intéresse ici, c'est le domaine de prédominance. Alors qu'est-ce que ça veut dire domaine de prédominance, et qu'est-ce que ça veut dire une prédominance? Alors d'abord, on va se mettre d'accord sur les termes. On va dire qu'une espèce chimique prédomine sur une autre si sa concentration est plus importante. C'est-à-dire que si j'ai un couple acide-base, donc que je note AH, A-, comme ceci, donc à l'équilibre, j'ai l'espèce chimique AH qui prédomine si sa concentration est supérieure à la concentration en base A-. Donc si ici j'ai la concentration en acide qui est supérieure en concentration dans la base conjuguée, alors j'ai le rapport des concentrations qui est supérieur à 1. D'accord? Donc si le rapport des concentrations est supérieur à 1, eh bien ça veut dire que je vais avoir donc si ce rapport-là est supérieur à 1, pardon, si le rapport de AH sur A- est supérieur à 1, alors le rapport inverse, A- sur H est inférieur à 1. Donc le logarithme de A- sur AH, il est négatif, il est inférieur à 0. Donc le pH c'est pKa plus log de A- sur AH. Donc si ce log de A- sur AH ici est négatif, je vais avoir ici un pH qui est inférieur au pKa. Bref, hein, si j'ai AH qui prédomine sur A-, donc si j'ai plus de l'acide que de la base, mon domaine de prédominance, c'est pour un pH qui est inférieur au pKa. D'accord? Donc j'espère que vous avez suivi le raisonnement que j'ai fait à l'aide de cette relation, là, pH égale pKa plus log de
base sur acide. Et inversement, eh bien, la base prédomine pour un pH supérieur au pK. Voilà. Bon, pas de difficulté là-dessus, ça paraît logique. On retrouve l'acide dans le domaine de pKa acide et la base dans le domaine de pKa moins acide, basique. Alors, application maintenant, on pourrait vous demander de déterminer le diagramme de prédominance pour un couple. Alors ici, pour le couple acido-basique, CH3COH, CH3CO-. Alors, je vous laisse réfléchir un peu. Comment feriez-vous pour tracer le diagramme de prédominance? Alors, je vous le fais en dessous, là. Voilà, je vous laisse, vous faites pause pour réfléchir un peu. Comment vous feriez votre diagramme de prédominance? Bon, alors, vous commencez par tracer votre échelle de pH. Donc, le pH varie de 0 à 14, et on va de la droite vers la gauche, et on a ici une échelle horizontale qui nous indique le pH. Donc, je mets d'abord ces valeurs-là. Donc mon pK ici, il est de 4,8, donc je le mets, alors soit je fais une échelle précise, bon ici j'ai pas fait une échelle très précise, mais donc je le situe quand même de façon cohérente, et donc je vais séparer ici mes deux domaines de pKa, ici pKa inférieur à 4,8, la pKa supérieure à 4,8, donc domaine de prédominance, l'acide CH3COH va prédominer pour un pH inférieur au pKa, et dans ce domaine-là, pour un pKa supérieur à 4,8, je vais avoir prédominance de la base conjuguée. Alors, vous pouvez voir que pour un pKa supérieur à 4,8, donc par exemple à 5 ou à 6, je suis quand même en pH acide, et que j'ai la base qui prédomine. Hein. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas la base au-dessus de 7 et l'acide en dessous de 7. C'est par rapport au pK. Hein. Entendons-nous bien. Voilà. Maintenant, grand 4, on va voir des applications. Et parmi les applications, on va tout d'abord voir la réaction entre un acide fort et une base forte. Hein. Alors, on va voir ça sur un exemple. Donc on va prendre le mélange d'un acide nitrique, mais vu que c'est un acide fort, j'aurais pu prendre n'importe quel autre acide fort, et puis de l'ion éthanolate, qui va jouer le rôle de base forte. Mais encore une fois, ça pourrait être n'importe quel acide fort, n'importe quelle base forte, puisque, comme on va le voir, comme j'ai dit que tout acide fort est équivalent, tous les acides forts sont équivalents dans l'eau à H3O+, et toutes les bases fortes sont équivalentes à HO- dans l'eau. Donc quand je mets en solution l'acide fort, donc on l'a vu précédemment, ce que j'obtiens dans ma solution, même si je prends un autre acide fort que l'acide nitrique, ce que je vais obtenir c'est les ions H3O+. Alors évidemment ici, si je dissous l'acide nitrique, l'ion correspondant, l'anion correspondant c'est NO3-, ce sont les ions nitrates. Donc comme ici la relation est aux lésion nitrate, c'est la base conjuguée de l'acide nitrique, mais ils n'ont aucun pouvoir basique dans l'eau. Hein, donc ni acide ni basique, enfin ceux-là ils jouent aucun rôle dans l'eau. Donc ce que j'obtiens comme acide quand je dissous l'acide nitrique dans l'eau, c'est l'acide H3O+. Je répète ici que la réaction entre un acide fort avec l'eau est une réaction totale. L'acide obtenu par la mise en solution d'un acide fort, quelle que soit sa nature, est H3O+. Alors il y a une erreur ici. C'est pas NO3-, la base conjuguée et la base conjuguée donc est indifférente dans l'eau. NO3-, donc ici est indifférente dans l'eau. Pour la base forte que j'introduis dans l'eau, donc quand elle va réagir avec l'eau, je vais avoir HO- dans l'eau. Donc l'ion éthanolate, c'est CH3CO-. Ce que je dissous, le sel que je dissous, le cristal que je dissous, c'est l'éthanolate de sodium. Donc l'éthanolate de sodium, si vous le dissolvez dans l'eau, il réagit totalement avec l'eau. Il se dissocie, l'éthanolate réagit avec l'eau, et ça me donne de l'éthanol. Et ici, j'ai oublié, il faudrait mettre avec ici les ions Na+. Bon, mais peu importe. La réaction entre une base forte et l'eau est une réaction totale. La base obtenue par la mise en solution d'une base forte, quelle que soit sa nature, et la base forte est HO-.
Donc CH3, CH2OH, ici l'acide conjugué de la base forte est indifférent dans l'eau, il ne réagit pas. Donc pour une réaction entre un acide fort et une base forte, les deux espèces qui réagissent, donc c'est l'espèce chimique acide H3O+, et l'espèce chimique basique HO-. Donc pour toutes les réactions acide forte, base forte, la réaction correspondante, c'est ça, c'est la réaction inverse de l'autoprotolyse de l'eau, c'est-à-dire les ions H3O+, réagissent avec les ions hydroxyde HO- pour donner de l'eau. Et cette réaction, donc, elle est quasiment totale. Je vous ai dit qu'elle est un peu déplacée vers la gauche dans le cas de l'autoprotolyse de l'eau. Mais généralement, ce qui se passe quand je mets H3O+, et HO-, ils réagissent très violemment ensemble. C'est du reste une réaction qui est violemment exothermique. D'accord ? Alors, la remarque justement, ici on vous dit que H3O+, j'insiste parce que c'est une erreur qu'on fait très souvent, c'est l'acide le plus fort que l'on peut trouver dans l'eau, et HO-, la base la plus forte que l'on peut trouver dans l'eau. Donc les acides et les bases plus fortes que ça sont nivelés par l'eau, on ne peut pas trouver plus fort comme acide qu'H3O+, et comme base que HO-. Donc je vous disais que cette réaction est exothermique, elle libère beaucoup d'énergie. Très concrètement, ce qui va se passer, c'est quand vous mélangez un acide et une base, eh bien, il va y avoir un dégagement de chaleur. Hein. Je vous ai dit ici, de l'énergie est libérée sous forme de transfert thermique, sous forme de chaleur. Donc quand on travaille avec des solutions diluées, donc c'est-à-dire dans lesquelles il y a peu d'acide ou de base, on a une élévation de température de la solution qui est relativement peu élevée. Hein. Si on travaille à 10-3 moles par litre, quelque chose comme ça, 10-2 moles par litre, mais si on a des concentrations importantes, 0,1 mol par litre, effectivement, là on peut sentir que le récipient se réchauffe brutalement. Alors en chimie, nous on travaille avec des concentrations faibles, mais dans la vie de tous les jours, si vous manipulez quelques produits ménagers qui sont des acides et des bases et que vous les mélangez par mégarde, vous pouvez avoir des dégagements de chaleur importants. Donc pour les consignes de sécurité à apporter, alors on peut vous demander à l'écrit du bac les consignes de sécurité. Systématiquement, il faut dire que on manipule avec une blouse en coton, des gants de protection et des lunettes de protection. Hein. Donc blouse en coton, c'est absolument nécessaire. Les gants de protection évidemment pour se prémunir donc des acides et des bases sur les mains. Le plus gros danger ici, c'est pas vraiment les acides et les bases sur les mains, même à forte concentration, on va se rincer rapidement les mains. C'est pas le plus dangereux. Au pire, on peut avoir une petite rougeur sur la main. Non, il faut absolument par contre éviter tout contact avec les yeux et surtout éviter tout contact de la base, des bases et notamment des ions HO- avec les yeux. Dans ce cas-là, il faut rincer les yeux. Ça, en général, c'est quand on ne se met pas du produit dans l'œil volontairement, c'est que on se gratte l'œil et on a un peu de base sur le doigt et on fait rentrer un peu de base dans l'œil, un peu de... Bon, c'est comme ça que ça peut arriver. Bon, sinon, pour des acides et des bases peu concentrées, on ne met pas forcément toujours des gants, parce que l'usage des gants, quand on n'est pas habitué, on est moins adroit avec les gants, ça peut se révéler plus problématique que d'utiliser des gants. Bon. Mais normalement, on devrait donc avoir aussi des gants et des lunettes de protection. Dernière chose aussi, quand on fait une dilution, il faut toujours verser. Alors, regardez bien. Quand on fait une dilution, jamais verser l'eau dans l'acide, mais toujours l'inverse. Hein, pour la même raison, parce que la réaction est exothermique. Donc, on ne verse jamais l'eau dans l'acide. On verse toujours l'acide dans l'eau. Voilà. Bon, ça c'était pour les remarques sur la sécurité. Deuxièmement, maintenant, le contrôle du pH. Contrôle du pH, solution tampon. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une solution tampon? Une solution tampon, c'est une solution dont le pH varie peu par ajout modéré d'acide, de base ou par dilution. Donc vous avez une solution qui a un pH donné et son pH varie peu. Ça, c'est parce qu'une solution tampon est constituée en proportion voisine d'un acide faible et de sa base conjuguée. Hein, voilà. 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 Voilà.
Alors pour comprendre cet effet tampon, je vous ai proposé ici un petit exercice. Dans lequel on va appliquer la relation que j'ai mise plus haut, ici pH égale pKa plus log de base sur acide. Donc on dispose d'une solution contenant un mélange d'acide éthanoïque, donc que je vais noter dans la suite un H, de concentration 1,10-2 mol par litre. Donc je note concentration 1H, donc 1,10 puissance moins 2 mol par litre. Et j'ai l'ion éthanoate A-, qui a une concentration donc de 1,10 puissance moins 2 mol par litre. Quel est le pH de la solution? Alors, le pH de la solution, là, comment je fais pour avoir le pH de la solution? Bon, ça, la question elle est assez simple, je vous laisse y réfléchir 2 minutes. Donc j'ai pH égale pK plus log de 1- sur AH. Donc ici, vous voyez que j'ai la concentration en AH qui est égale à la concentration en A-. Donc le rapport est égal à 1. Le logarithme de 1, c'est 0. Donc ici, on a le pH qui est égal au pKa, c'est-à-dire pH égale 4,8. Voilà. Bon. Maintenant, si j'ajoute un acide fort de concentration 5,10 puissance moins 2 mol par litre, qu'est-ce qui va se passer? Donc, quel est alors le pH de la solution? Donc, ici, si j'ajoute un acide fort, j'ajoute H3O+. H3O+, il va réagir, c'est un acide, il va réagir avec la base. Il va réagir avec la base, A-. Et la réaction correspondante va être totale. Hein. Donc si j'ai à l'état initial 0,510-2 mol par litre, donc 0,510-2 mol par litre de OH, et si j'ai au départ, donc j'avais au départ, je vous l'avais montré, 1,10-2 mol de 1-, 1,10-2 mol par litre, donc ici je suis en mol par litre, donc de A-, qu'est-ce que je vais avoir? Alors, quand un acide réagit avec la base, qu'est-ce que ça fait? Ça fait la base conjuguée de l'acide, donc la base conjuguée de l'acide H3O+, c'est H2O, et pour la base, ça fait son acide conjugué, donc ça fait AH. Ici, j'ai une réaction qui est totale, donc qu'est-ce que je vais obtenir? Je fais mon tableau d'avancement, hein. Je vais donc avoir ici consommé tous les ions H3O+, il va donc me rester 0,510 puissance moins 2 mol par litre de A-, et je vais avoir, eh bien, comme j'avais au départ, j'avais 1,10-2 mol par litre de AH, je vais avoir 1,5 10 puissance moins 2 mol par litre de AH. Donc en fait, pour A-, je vais avoir une nouvelle concentration de 0,510-2, pour AH, une nouvelle concentration de 1,510-2. Donc quel va être le nouveau pH de la solution? Donc le pH sera de pKa plus log de base sur acide, donc log de A- sur AH. Donc pKa 4,8 plus log de A- 0,510-2 sur 1,510-2. Alors, 0,5 sur 1,5, ça fait 1/3. Log de 1/3, ça fait moins log de 3. Donc ça me fait 4,8 moins logarithme de 3, ce qui me fait un pH de 4,3. Autrement dit, ici, en ajoutant 0,510-2 mol par litre d'un acide fort, j'ai une diminution
pH qui est de 0,5 unités, donc une diminution du pH relativement faible. Donc les milieux tamponnés donc, ont une grande importance, surtout en biologie. Alors pour le sang c'est un milieu qui est tamponné, hein, dans lequel on a beaucoup d'espèces chimiques. Et pour garantir les processus biologiques qui ont lieu, donc le pH du sang est maintenu à environ 7,4. Enfin, c'est même précisément 7,4. À titre d'exemple, si le pH du sang descend en dessous de 7 ou augmente au-dessus de 7,8, hein, c'est la mort. Bon, je vous rappelle que dans le sang, le pH est basique, la neutralité à 37 degrés c'est à 6,8. Hein. Donc parmi les principales espèces chimiques qui vont permettre de tamponner, vous avez l'ion hydrogénocarbonate. Hein, l'acide conjugué des ions hydrogénocarbonates, c'est l'acide carbonique et donc le dioxyde de carbone. Voilà. Donc le sang est un milieu tamponné. Autre application, donc dernière chose que nous voyons, c'est sur les propriétés acido-basiques des acides aminés. Alors, que sont des acides aminés? Alors, les acides aminés, ce sont des molécules qui vont porter à la fois la fonction acide carboxylique, là, et la fonction amine. Et nous, on va voir spécifiquement ici les acides alpha-aminés. C'est-à-dire que par rapport à la fonction acide carboxylique, la fonction amine est portée sur le carbone immédiatement voisin. Voilà. Donc en alpha du carbone fonctionnel. Donc là c'est le carbone fonctionnel. Ok, donc le carbone 1 en gros. Le carbone en alpha du carbone fonctionnel, c'est le carbone qui est juste à côté, ce serait le carbone 2. Là, la fonction amine est portée ici. Donc en fait les deux fonctions sont voisines. Les deux groupes caractéristiques sont voisins plus précisément. Et donc on a ces deux fonctions. Alors, qu'est-ce qui se passe donc avec ces acides aminés? Alors les acides aminés, vous devez savoir que ce sont les éléments de base des protéines. Et donc quand on assemble les acides aminés entre eux, ils s'assemblent par des liaisons peptidiques. Si on assemble plusieurs acides aminés, on obtient des polypeptides. Et quand on en a vraiment beaucoup, on a des protéines. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe donc dans les molécules quand on a à la fois la fonction acide et la fonction basique? Donc je vous prends ici l'exemple d'un acide aminé. Alors pour la fonction acide, ici j'ai ce proton là qui est acide. Alors je vous rappelle ici cette liaison est polaire, delta- sur l'oxygène, delta+ sur l'hydrogène. De ce côté là, bon, ben, c'est pareil, là j'ai un doublé non liant. Je vais avoir delta- sur l'azote, delta+ sur l'hydrogène. Donc toujours est-il qu'ici ce doublé liant peut se rabattre sur l'oxygène, et par contre ce doublé là peut aller ici interagir avec le proton qui est libéré ici. Donc en fait vous voyez qu'on a une réaction acido-basique interne. Et donc l'espèce chimique que l'on va trouver donc, dans la solution quand on met un acide aminé en solution, eh bien c'est cette espèce chimique là, bizarre, là, qui comporte à la fois une charge négative sur l'oxygène et une charge positive sur l'azote. Donc c'est un double ion. Il y a en fait une partie ionique sur la fonction carboxylate et une partie ionique également donc de ce côté là. Donc en fait on a une espèce chimique qui est ionique d'un côté, enfin cationique d'un côté, anionique de l'autre. Donc on a ce que l'on appelle un zwitterion ou un amphion. Alors zwitterion c'est le terme allemand, nous on dirait amphion en français, amphi des deux côtés, donc cation d'un côté, anion de l'autre. Bon, au final c'est neutre. Honnêtement le terme amphion on le voit pas beaucoup puisque on voit plutôt le terme dérivé de l'allemand Zwitter
Donc on voit plutôt pour ces espèces chimiques, on parle plutôt de zwitterium. Donc cet amphion, donc, ce zwitterion, eh bien, fait partie de deux couples acido-basiques. C'est donc, si vous vous souvenez bien, un ampholyte. Il a un caractère amphotère. Alors, vous l'avez ici. Donc c'est l'acide, c'est la forme acide d'un couple et la forme basique d'un autre. Donc en solution aqueuse, les acides aminés ont donc une forme qui dépend du pH, et donc on va avoir pour les couples correspondants deux couples correspondants, donc deux pKa, et on va pouvoir établir des diagrammes de prédominance pour les acides aminés. Ainsi, regardez, je vous ai mis ici un diagramme de prédominance pour l'alanine. Donc l'alanine a trois formes différentes suivant le pH. Donc on retrouve ici le zwitterion ou l'amphion, donc entre les pKa des deux couples correspondants. Et ici donc une forme acide, et là une forme basique. Donc voilà pour les acides aminés. Donc voilà pour ce chapitre sur les réactions acido-basiques. Donc vous avez vu quelque chose de très dense. Alors je suis allé un peu vite, surtout sur la fin, parce que c'était un peu long. Donc là-dessus, il va falloir s'exercer pas mal, beaucoup revoir toutes ces notions-là, et faire pas mal d'exercices, parce que ce sont des notions donc très importantes. Bon, ben, je vous remercie de votre attention, travaillez bien, et puis j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Au revoir.